Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce nouvel agro-webinaire du mardi. Cette fois-ci, nous allons parler d'approche santé globale en traitant du sujet de l'immunité des plantes. Et pour ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir trois personnes spécialistes du sujet. Donc Elsa Balini, qui est enseignante-chercheur à l'Institut Agro Montpellier Supagro. Thomas Croche, qui est chercheur à INRAE, et Marie-Cécile Dufour, qui est ingénieure aussi à INRAE, pour vous parler de la plateforme B2Drap, c'est ça? Voilà, et donc bienvenue à ce webinaire. Je vous rappelle avant de démarrer, que vous avez deux possibilités d'interagir avec nous. La première étant l'utilisation du bouton discussion ou chat ou converser, qui vous permet de nous donner des informations ou éventuellement de me faire part de vos éventuels soucis techniques. Le deuxième bouton que là, on vous conseille vivement d'utiliser, c'est le bouton Q&R pour questions et réponses. Et c'est dans cette rubrique qu'il faut nous mettre toutes les questions que vous souhaitez poser à nos intervenants, et ils vous répondront à la fin des interventions. Je pense que les choses sont claires. Donc, Elsa va démarrer pour introduire ce que l'on entend par l'immunité des plantes, mais en même temps, elle vous parlera de son expérience d'enseignante. Et donc, Elsa, tu as la parole pour démarrer ce webinaire. Tu peux peut-être, je te laisse introduire. Vas-y. Donc, bonjour, je suis enseignante à l'Institut Agro et je suis dans l'UMR FIM, donc, qui est à Montpellier, sur la santé des plantes. Et je dirige l'équipe MOMI qui travaille sur la modulation d'immunité par l'environnement. Et donc là, aujourd'hui, j'ai pris juste ma casquette d'enseignante pour vous faire un petit rappel des principales étapes de l'immunité des plantes. Et donc, on va partir par le départ, un pathogène qui arrive sur une surface d'une feuille. En général, ce microbe va rencontrer des barrières physiques et chimiques, et la plupart des micro-organismes vont être neutralisés de cette manière-là. Mais il y a quand même certains micro-organismes pathogènes qui sont capables de pénétrer et d'attaquer certaines plantes, et notamment, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher à sécréter des petites molécules qu'on appelle des effecteurs, qui sont en fait des petites protéines qui cherchent à prendre le contrôle de la cellule végétale. Donc, face à ça, la plante, elle a un système immunitaire qui, contrairement à celui des animaux, n'est que inné. Donc, on ne peut pas vacciner des plantes. On n'a pas ce débat-là chez les plantes. Mais par contre, elles ont un système qui peut être efficace. Donc, elles peuvent soit reconnaître ce qu'on appelle des signaux d'alerte. Donc, elles vont reconnaître tout microbe ou toute chenille, tout ce qui serait à la surface de la plante. Et elles vont aussi reconnaître les fameux effecteurs dont j'ai parlé juste avant. Ensuite, elles vont amplifier le signal. Et donc, notamment, ça peut se faire via la production d'hormones végétales, mais pas que. Et enfin, elles vont envoyer des défenses, parfois de manière massive. Donc, il s'agit de protéines, d'enzymes, de métabolites secondaires à activité antibiotique, et ça peut être aussi des modifications physiques. Donc, il y a toujours ces trois étapes pour la mise en place de l'immunité. Donc, pour revenir sur certaines étapes, les plantes disposent d'un système de reconnaissance de signaux d'alerte. Elles peuvent reconnaître toute attaque ou tout ce qui est exogène et induire des défenses. Et souvent, ça va suffire à les protéger. Le problème, c'est que les agents pathogènes, eux, sont capables souvent d'inhiber, certaines souches peuvent inhiber ces défenses, et notamment via les effecteurs dont je parlais tout à l'heure. Et donc, finalement, on a un verre à moitié plein ou à moitié vide, selon que la plante va plus ou moins se défendre, ou au contraire, on va avoir un agent pathogène qui va émettre plus ou moins d'effecteurs et être plus ou moins agressif. Donc, c'est ce qu'on appelle une résistance partielle. Heureusement, il y a un autre système immunitaire qui va reconnaître spécifiquement les effecteurs. Et là-dessus, on va avoir des défenses souvent plus intenses et plus efficaces, et surtout, on va avoir un suicide de la cellule attaquée. C'est un peu la stratégie de la terre brûlée. En fait, la plante neutralise les cellules attaquées, et comme l'agent pathogène a besoin d'une cellule vivante, il va mourir en ayant une absence d'accès à la plante.
Et les plantes peuvent ensuite également limiter la croissance de l'agent pathogène ou limiter sa sporulation. Donc là, on a souvent plus une tolérance qui permet à l'épidémie d'être réduite chez les variétés tolérantes. Donc tout ça, c'était simplifié. En vrai, la recherche a fait beaucoup de progrès et on a un peu une image de tous les acteurs clés de l'immunité végétale qui s'enrichit tous les jours un peu plus grâce à la recherche. Et le problème, c'est que cette image, elle a été faite dans des milieux très contrôlés. Et on s'aperçoit avec les retours du terrain que sur le terrain, ce n'est pas si simple. Il va y avoir des facteurs développementaux liés à l'ontogénie de la plante, à son architecture, à sa vigueur, des facteurs abiotiques, le climat, la nutrition, et des facteurs biotiques qui vont perturber cette immunité. Et finalement, les plantes vont devoir faire un compromis entre donner des ressources à l'immunité ou donner des ressources pour la croissance. Et parfois, dans certains cas sur le terrain, on va s'apercevoir que finalement, l'immunité ne va pas être au top et on va avoir des défenses non suffisantes pour permettre la neutralisation de l'agent pathogène. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un réseau mixte et technologique qui s'appelle le réseau BESTIM, dans lequel vous retrouvez tout un tas d'académiques, les instituts techniques, des chambres d'agriculture, des lycées agricoles, dont le but est justement de comprendre pourquoi l'immunité de la plante va dépendre du contexte agroécologique dans lequel elles sont produites. Et donc, de comprendre pourquoi certaines pratiques culturales, notamment, et tout un tas de facteurs externes, vont empêcher une expression optimale de l'immunité et parfois rendre certains produits basés sur l'immunité moins efficaces. Donc, toutes ces connaissances, elles ont déjà été appliquées sur le terrain, notamment, il y a 3 champs d'application de ces connaissances-là. Tout ce qui est biocontrôle, par l'utilisation de produits qui soient vivants, naturels, pas naturels, mais qui ont une action qu'on appelle SDP, de stimulation des défenses des plantes. Donc tout ça, c'est un des champs d'application. Un autre champ d'application, bien sûr, c'est l'amélioration variétale, soit de manière classique par la sélection, soit avec des nouvelles technologies. Et un troisième champ d'application, c'est ce qu'on appelle l'épidémiosurveillance, qui permet le suivi et l'alerte de maladies émergentes et le suivi et l'alerte de nouveaux isolats. Grâce au Covid, maintenant, les gens commencent à comprendre qu'il ne faut pas juste parler d'espèces pathogènes, mais de regarder les populations. Ensuite, du coup, toujours avec ma casquette d'enseignante, je voulais vous parler de comment faire pour enseigner l'immunité des plantes. Donc, il y a tout un tas de livres et de ressources qui sont disponibles en français, en anglais, donc je vous recommande de les consulter. Ils peuvent être utiles auprès des étudiants. Ensuite, on utilise beaucoup de cours en ligne. Donc, je vous ai mis ici un cours que j'utilise en anglais et mon cours à moi qui est disponible, mais qui n'est pas référencé sur Google, donc auquel vous pouvez accéder si vous voulez. Donc, ce qui est intéressant, c'est de proposer aux étudiants des ressources en ligne. Et moi, ce que je pratique beaucoup, c'est ce qu'on appelle les classes inversées, c'est-à-dire qu'ils disposent des ressources. Et ensuite, je fais des TD pour les aider à restructurer les connaissances. Et pour ça, j'ai créé un jeu qui est encore en cours d'amélioration, puisque les étudiants du Fab Lab à Montpellier vont m'aider à améliorer mes puzzles. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle du learning by doing, c'est-à-dire que les étudiants, ils ont besoin d'utiliser les acteurs de l'immunité avec leurs mains pour bien comprendre ce que ça veut dire. Et donc, ils ont des pièces de puzzle qui représentent les effecteurs, les gènes de résistance et les défenses. Et en les utilisant dans la cellule végétale qui est sur ce jeu, ils comprennent mieux en fait comment ces acteurs interagissent et coévoluent. Et ça permet de lancer des discussions sur pourquoi un produit de biocontrôle va marcher dans cette parcelle-là, sur cette table d'étudiants et pas sur l'autre table. Ça va leur faire comprendre pourquoi la monoculture peut être problématique pour la coévolution entre la plante et l'agent pathogène. Et donc, c'est très utile pour aider les étudiants à mieux ancrer leurs connaissances. Et derrière, un autre outil que j'utilise, qui a été créé par l'INRA d'Avignon et notamment toute l'équipe autour de Lou Rimbaud, c'est un simulateur qui permet aux étudiants de choisir différents déploiements de variétés résistantes. Donc, soit on crée une variété qui aurait plein de gènes de résistance, soit on fait des mélanges, soit on fait des mosaïques dans l'espace. Et donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est voir ce qui se passe concrètement au bout de 30 ans d'utilisation d'un paysage agricole qu'ils auraient fabriqué. Là, ici, j'ai fait des mélanges variétaux avec une variété sensible. Et on voit que chaque année, la variété sensible est sensible, mais que le mélange, lui, reste robuste, en tout cas pendant un certain nombre d'années. Donc ça permet aux étudiants de comprendre la coévolution
entre les plantes et les agents pathogènes et de s'amuser à faire tout un tas de simulations pour tester différentes utilisations des variétés. Du coup, je vous remercie moi de votre attention. Je vais laisser la main à… Je ne vais pas jusqu'au bout parce que comme je travaille sur le mélange variétaux, je ne voudrais pas que vous voyiez la fin et le fait qu'il puisse être contourné. Mais vous pourrez regarder vous-même en faisant la simulation. Donc, je laisse la main à Thomas Kroch qui est à côté de moi pour la suite. Merci Elsa. Coupe bien ton son. Et puis Thomas va nous mettre son diaporama en place. Tu n'oublies pas de rallumer ton son, Thomas, et mettre en mode diaporama. Voilà, merci. Il faut remettre ton son, Thomas. Ah, ça marchait tout à l'heure. Donc, mode diaporama. Voilà. Et ton son maintenant. Et après, on est bon. C'est bon. Voilà, merci. Bonjour. Donc, voilà, donc, mon nom est, donc, je suis Thomas Croy, donc, je travaille comme Elsa donc, dans l'unité FIM à Montpellier, où je dirige également une équipe donc, qui travaille donc, sur le dialogue moléculaire entre les plantes et les pathogènes, des agents pathogènes microbiens, en l'occurrence, donc, je m'intéresse surtout aux champignons. Mais ce que je voulais raconter aujourd'hui, donc, c'est plus général et parler donc sur la base de ce que Elsa a présenté de manière très générale, donc des bases moléculaires derrière l'immunité des plantes. Et l'intérêt de ça, c'est que c'est vraiment à l'interface des deux organismes qui vont se rencontrer, donc chez la maladie des plantes. Et c'est à cette interface que se joue donc le destin, donc est-ce que l'infection sera réussite ou non, mais aussi là où il y aura donc la coévolution entre les deux organismes qui aura lieu. Ah oui, voilà. Donc, comme Elsa l'a déjà mentionné, donc un élément clé donc dans l'interaction des agents pathogènes et les plantes, c'est l'échange de signaux. Et parce que c'est les signaux donc, qui sont émis par l'agent pathogène qui sont reconnus par la plante pour déclencher l'immunité. Donc, c'est d'une certaine manière donc, une reconnaissance du non-soi qui a lieu. Et il y a deux classes de molécules qui sont cruciaux. Elsa l'a déjà mentionné. Donc, il y a des patterns, plus des patterns qui sont caractéristiques des micro-organismes ou des effecteurs qui sont, eux, des facteurs de virulence des agents pathogènes. Et ces facteurs, donc, ils peuvent être de deux natures, soit intracellulaires, soit extracellulaires. Donc, ils peuvent rester à l'extérieur de la cellule de la plante ou ils peuvent être intracellulaires. Et dans les deux cas, donc, le rôle, c'est de promouvoir la maladie. Donc, Elsa l'a déjà mentionné donc, dans les patterns qu'on connaît. Donc, il y a beaucoup, donc toute une panoplie de patterns qu'on connaît maintenant. Par exemple, chez les bactéries, donc on connaît des composantes donc, du cytoplasme de la bactérie. Il y a des éléments de la paroi, donc beaucoup de choses, donc beaucoup d'éléments de la paroi qui sont libérés lors de l'interaction, par exemple aussi chez les champignons. Donc, tous ces patterns, donc, on les comprend de manière à ce que ce n'est pas des éléments qui directement interviennent donc, dans le développement de la maladie. Ce n'est pas vraiment des facteurs de virulence, contrairement aux effecteurs qui, eux, ont comme rôle de cibler donc, des molécules, notamment des protéines donc, chez la plante, et avec l'objectif d'inhiber ou de les manipuler, de les inactiver, de les déplacer, de les dégrader. Donc, on est beaucoup donc, sur une terminologie donc, guerrière, parce que réellement, les effecteurs, c'est les armes moléculaires des agents pathogènes qui leur permettent de manipuler donc, leur hôte. Maintenant, donc, face à ça, donc, il y a le système immunitaire des plantes et notamment des récepteurs
Et on le divise donc en deux branches. Donc, tout d'abord, donc, on a des récepteurs à la surface de la cellule végétale, donc, qui sont ancrés dans la membrane plasmique. Et vraiment, donc, à la surface, ces récepteurs vont reconnaître donc, des effecteurs et des patterns. Donc, les deux types de molécules à l'extérieur de la cellule peuvent être reconnus. Et on distingue donc deux classes de récepteurs. C'est des RLP, donc c'est receptor-like protein en anglais. Donc, c'est des protéines qui ressemblent à des récepteurs parce qu'ils ont uniquement un domaine réceptrice et un domaine qui les ancre dans la membrane. C'est tout. Et à côté de ça, donc, il y a des récepteurs kinases qui ont en plus donc, un domaine de protéine kinase à l'intérieur de la cellule. Et ça, c'est un domaine de signalisation. Maintenant, le défi dans ça, c'est de transmettre donc, un signal qui est à l'extérieur, à l'intérieur de la cellule. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'en général, cela se fait par des complexes de récepteurs. Donc, les récepteurs, ils agissent pas seuls, mais ils forment avec des co-récepteurs qui, de manière toujours, sont des RLK. Donc, c'est à nouveau donc, des récepteurs avec un domaine transmembranaire et un domaine kinase qui, eux, ensemble avec les vrais récepteurs, déclenchent donc l'immunité chez la plante intracellulaire. Donc, ce qu'on a trouvé donc, maintenant sur les dernières années, c'est que le domaine réceptrice, donc, qui est à l'extérieur de la cellule, il peut être très, très divers, de plusieurs natures, et ça aussi pour reconnaître donc, plusieurs types de molécules à l'extérieur. On connaît par exemple des domaines récepteurs LRR, donc c'est des Lewis Enriched Repeat, qui reconnaissent donc plutôt des signaux peptidiques ou d'autres domaines réceptrices, comme par exemple des lectines ou des lysèmes, qui reconnaissent donc des sucres qui sont soit des signaux ou des sucres de la paroi, de l'agent pathogène ou même de la plante. Ce qu'on a aussi pu découvrir donc, au cours des dernières années, c'est comment, vraiment au niveau moléculaire ou atomique, la reconnaissance donc, de ces signaux a lieu. Donc ça, surtout grâce à des analyses structurales, structure des protéines, où on a pu donc déterminer la structure de complexes ligand-récepteur, donc par exemple ici pour un récepteur de la protéine, ou ici pour un récepteur de la flagelline, et même en interaction avec le co-récepteur. Donc ça permet de mettre donc des mécanismes moléculaires sur les éléments cruciaux donc dans ces récepteurs, tels que la spécificité ou le contournement du côté de l'agent pathogène de ces mécanismes de reconnaissance. Et l'autre élément clé qu'on a trouvé, c'est que finalement, tous ces systèmes de reconnaissance qui sont très divers, comme je l'ai montré, d'une certaine manière, ils vont aboutir finalement à une cascade de signalisation ou un réseau de signalisation qui est très conservé. Et ça fonctionne donc à travers ces co-récepteurs que j'ai mentionnés, qui eux, qui sont où il n'y en a pas tant que ça. Donc, en fait, on connaît moins d'une dizaine de co-récepteurs qui forment, quand il y a reconnaissance du ligand, donc en complexe avec les récepteurs, et qui ensuite déclenche donc un réseau de signalisation qui lui-même est relativement conservé et qui aboutit donc à la fin aussi à des réponses de défense qui sont relativement similaires, peu importe qu'on est face donc à une bactérie, des oomycètes ou des champignons, et aussi qu'on a donc des signaux qui sont très, très divers. Donc ici, donc, ce que je voulais montrer, c'est que ces familles de récepteurs, donc les récepteurs kinases, récepteurs-like kinase et des RLP, c'est des grandes familles géniques donc, dans les génomes. Ici sont les chiffres donc, pour Arabidopsis, pour le modèle, et Lori, la plante sur laquelle je travaille. Donc on a pour les RLK donc, plusieurs centaines de RLK, mais ils ne sont pas tous impliqués dans l'immunité. On a beaucoup qui sont impliqués dans d'autres processus, mais on peut compter, il doit y avoir donc 200 peut-être de récepteurs RLK qui sont impliqués dans l'immunité. Pour les RLP, on pense qu'ils sont essentiellement dédiés à l'immunité. Donc, on a entre 100 et 200. Donc, on a un grand nombre donc, de différentes plantes qui ont été identifiées. Et ce que je voulais souligner, que certains parmi eux agissent quand même comme gènes de résistance. Ils sont connus
pour étendre des gènes de résistance majeurs, qualitatifs, ou d'agir comme gène de résistance partielle. Ensuite, donc, il y a cette deuxième branche du système immunitaire qui, lui, s'occupe des effecteurs intracellulaires, qui sont une arme très, très redoutable donc, des agents pathogènes. Et là, les récepteurs, donc, ils sont d'une autre nature. Donc, c'est une autre classe de protéines. On les appelle maintenant des NLR ou NBLRR. C'est des protéines à de multiples domaines. Donc, on en distingue 4. Ici, c'est le début de la protéine, ce qu'on appelle le N-terminus, un domaine central et le C-terminus. Et ces domaines, ils se partagent à nouveau donc les tâches comme la reconnaissance de l'effecteur, l'activation du récepteur et après la signalisation en aval. Et en plus, donc, ils forment donc des interactions multiples entre les différents domaines qui régissent donc leur fonctionnement. Donc, ce qu'on a aussi appris donc, au cours des dernières années, que contrairement aux récepteurs donc, de surface, les récepteurs NLR, souvent, ils ne reconnaissent pas directement leur signal. Donc, cette reconnaissance, elle se fait de manière indirecte via la protéine cible. Donc, les effecteurs, ils ciblent les protéines donc chez la plante pour interférer avec l'immunité. Et c'est complexe où la modification que les effecteurs effectuent sur leur cible qui va déclencher l'immunité. Donc, ce n'est pas vraiment l'effecteur en lui-même, mais plutôt son action sur la plante. Et parfois, les plantes, donc, comme ils savent maintenant qu'ils se font massivement attaquer par les agents pathogènes et que ça tombe toujours sur les mêmes nœuds, ils ont mis en place des leurres, ce qu'on appelle donc en anglais des decoys ou des mimics. Donc, ils ont mis en place des leurres qui servent comme des sentinelles et qui, quand un effecteur donc, interagit avec eux ou les modifie, se font reconnaître par les récepteurs immunitaires. Ou parfois même, ces sentinelles ou ces leurres sont intégrées, partie intégrale du récepteur, et déclenchent ainsi la reconnaissance. Ici, pareil, la biologie structurale, elle nous a donné donc une image de comment, au niveau moléculaire ou même atomique, donc ces récepteurs fonctionnent avec des cofacteurs et quels sont les déterminants de la spécificité. Et ça permet actuellement vraiment des progrès très importants donc dans la compréhension et aussi dans leur utilisation pour une résistance chez des plantes. Ce que je voulais aussi souligner, c'est que même si pour nous, pour faire des modèles et au niveau conceptuel, donc c'est simple, c'est plus simple souvent de distinguer ces deux branches, donc les récepteurs à la surface, les récepteurs intracellulaires. En réalité, chez une plante, donc c'est un système intégré. Il y a des allers-retours entre les systèmes. Ils se renforcent mutuellement. Parfois même les récepteurs de surface, ils passent par ces récepteurs NLR pour déclencher l'immunité. Ce que j'ai aussi pas le temps donc, de mentionner, ce qui est par contre intéressant, je trouve, c'est que ces récepteurs et aussi les mécanismes qu'on trouve chez les plantes sont en grande partie les mêmes qu'on trouve chez les animaux, dans leur système ou même chez nous, dans notre système immunitaire inné. Donc maintenant, juste une minute, parce que je crois que j'ai déjà parlé trop longtemps. La question, c'est à quoi nous servent ces connaissances? Donc, un élément clé, c'est que la résistance, souvent, elle n'est pas durable. Donc, connaître donc, ces récepteurs et les signaux nous donne des éléments pour réfléchir donc, comment ils doivent être pour que ça soit durable. Et avec ça, donc je ne vais pas approfondir ça, peut-être on aura le temps d'en parler pendant les questions. Je voulais juste finir, donc les récepteurs immunitaires, donc c'est vraiment le centre, c'est au cœur du système immunitaire des plantes, et les comprendre, ça nous permet de faire des progrès donc, vers leur utilisation plus durable et atteindre donc, des résistances plus durables chez les cultures. Et avec ça, donc, j'arrête le partage donc, de ma présentation. Et je donne la parole à Marie-Cécile. Merci beaucoup, Thomas. Merci de nous faire partager ces nouvelles connaissances. Et donc, Marie-Cécile va prendre un exemple concret, donc l'exemple du vignoble. Merci beaucoup.
Donc, moi, je suis ingénieure à l'UMR Santé Agroécologie du Vignoble à l'INRAE de Bordeaux. Et je suis responsable d'une plateforme BC2Grap. Donc, c'est une plateforme expérimentale dédiée à l'évaluation des produits de biocontrôle, dont les stimulateurs de défense font partie. Donc, je voulais voir avec vous l'aspect activation de l'immunité de la plante dans son environnement naturel qu'est le vignoble, pour qu'elle soit plus résistante ou moins sensible à ces bioagresseurs. La vigne, cultivée en Europe, donc elle est sensible à de nombreux bioagresseurs. Et pour obtenir une récolte de qualité, il est indispensable de recourir à de nombreux traitements phytosanitaires. Donc la réduction de ces intrants est un enjeu majeur en viticulture. Et pour atteindre cet objectif, il est indispensable de développer de nouvelles stratégies de lutte. Voilà, de nouvelles stratégies de lutte, dont la stimulation des défenses naturelles de la plante. Donc cette alternative est intéressante parce qu'elle doit induire une réponse de la plante à spectre large, à la différence des fongicides qui sont souvent pathogènes spécifiques. Elle devrait permettre de limiter l'apparition d'allèles de résistance dans les populations des bioagresseurs, puisqu'on va diminuer la pression de sélection, et également répondre aux problèmes environnementaux, toxicologiques et écotoxicologiques des produits pesticides. Mais cette méthode, comme l'a dit Elsa, présente actuellement des limites. Elle marche très bien au laboratoire, mais lorsqu'on veut la déployer au vignoble ou en conditions naturelles, on a souvent des pertes d'efficacité ou des résultats assez décevants. Et une des limites pour la vigne, notamment, c'est que on a peu de stimulateurs de défense qui sont à notre disposition. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, on a uniquement 8 produits SDP homologués parmi les produits de biocontrôle. Que, comme je l'ai dit, les efficacités avec ces produits obtenus au vignoble sont très aléatoires et souvent décevantes, mais parce que, Elsa l'a dit un petit peu, c'est que l'efficacité de ces produits dépend de nombreux facteurs, alors du produit lui-même et sa biodisponibilité, de la plante qui va recevoir donc la stimulation en fonction de son fond génétique, de son âge, de l'organe considéré, l'intensité des défenses induites vont être variables, mais également, dans la nature, on va être confronté à une diversité des populations de pathogènes qui, par leur agressivité, par exemple, vont être plus ou moins tolérants aux défenses induites par la plante. Et dans les conditions naturelles, bien sûr, se rajoutent les conditions environnementales et notamment les conditions climatiques qui vont faire varier les paramètres de la plante, comme l'état physiologique de la plante, mais également les processus épidémiques des agents pathogènes. Donc, nous manquons actuellement de connaissances sur les mécanismes de défense de la plante qui sont réellement mis en jeu dans l'environnement naturel de la plante, alors, comme on l'a vu avec Thomas, c'est qu'ils sont quand même assez bien connus au laboratoire. Donc, on a besoin de mettre en place des programmes de lutte spécifiques avec ces produits. Et pour l'optimiser, on a besoin d'outils issus de la recherche pour comprendre comment ils fonctionnent. Par exemple, je voulais vous montrer cet exemple en vigne. Si on veut concevoir des programmes de protection contre le mildiou et l'oïdium, donc ce sont les 2 ravageurs principaux de la vigne, qui attaquent la vigne pendant toute sa croissance, pendant toute la saison. Donc, si on veut déployer des stimulateurs de défense, il va falloir savoir quand les positionner, comment on va pouvoir les employer, combien de fois on va être obligé de les traiter, etc. Et donc, nous avons besoin d'outils spécifiques pour répondre à toutes ces questions. Donc, la plateforme BC2Grap que j'anime a pour mission de soutenir l'industrie du biocontrôle dans la recherche de ces nouveaux produits. Et nous proposons un ensemble de services à différentes échelles spatiales, du laboratoire au vignoble, pour travailler donc tous ces aspects. Donc, des technologies issues de la recherche académique qui sont mises au point au laboratoire peuvent être mobilisées au vignoble sur des essais pour comprendre les réussites ou même les échecs lorsque l'on applique des stimulateurs de défense de plante. Donc, nous avons développé une approche que l'on a appelée Biomolchem, qui permet d'évaluer l'efficacité d'un stimulateur de défense de plantes au niveau biologique,
moléculaire et biochimique. Donc, cette approche mise au point dans un premier temps au laboratoire a permis d'identifier un ensemble de marqueurs moléculaires et biochimiques, des marqueurs de défense, mais également de protection, qui permettent d'élucider le mode d'action des stimulateurs de défense de plantes. Et cette approche est ensuite transposée au vignoble. Donc, je vais vous montrer quelques résultats obtenus avec cette approche biomolchem au vignoble. Donc, des essais ont été mis en place pour tester l'efficacité de 2 stimulateurs de défense, le BTH ou la cibenzolar S-méthyle, donc qui est un stimulateur de défense de plantes de référence, largement décrit dans la littérature, et le phosétide d'aluminium, qui est un phosphonate, qui est connu également comme ayant un mode d'action double, c'est qu'il est stimulateur de défense de plantes, mais également fongicide direct. Donc, on a ajouté également des modalités de référence avec une modalité témoin non traitée et une modalité traitée avec un fongicide de référence. Le protocole expérimental consistait à faire des traitements hebdomadaires depuis début mai jusqu'à fin juillet avec les différents produits. Puis, on a réalisé une inoculation de mildiou pour assurer l'épidémie. Donc, l'approche biomolchem au champ consiste donc au niveau biologique à évaluer les épidémies sur feuilles et sur grappes, mais également à la vendange, évaluer le rendement et la qualité de la récolte. Puis, des feuilles ont été prélevées au cours de la période de traitement pour réaliser les analyses moléculaires et biochimiques de l'approche biomolchem. Donc, je vais vous présenter quelques résultats obtenus avec cette méthode. Donc, au niveau biologique, sur un essai qui a été mené en 2009 sur mildiou, avec ce protocole expérimental, donc nous avons obtenu une épidémie très forte de mildiou, puisque vous pouvez voir sur la modalité témoin non traité, on atteint 90% de sévérité sur feuilles et 95% de sévérité sur grappes. Les meilleurs résultats de protection ont été obtenus avec la modalité fongicide de référence, et on voit qu'en juin, avec les 2 produits, on obtient une protection significative de la plante, mais qui est bien sûr partielle, elle est un peu moins bonne que le fongicide de référence. Et en juillet, on observe de façon surprenante qu'on a une meilleure protection des feuilles avec le phosétide en vert, et que sur grappe, on observe une meilleure protection avec la modalité BTH. Les analyses de rendement, je vous disais à l'issue de l'année, de la vendange, ont montré pour autant des résultats quand même assez décevants, puisque nous obtenons une chute de 80% de la récolte avec la modalité BTH, et avec la modalité phosétyle, on n'a obtenu aucun rendement, puisqu'on n'a pas eu de différence avec la modalité témoin. Alors, pour illustrer ces résultats, je vous ai mis quelques petites photos. On voit que début juillet, l'épidémie est déjà très, très importante sur la modalité témoin, que ce soit sur feuille ou sur grappe, et qu'on a une attaque sévère avec le phosétyle sur grappe. Au mois de juillet, l'épidémie progresse, donc on voit que ça progresse sur feuille et sur grappe. Et fin août, on observe donc chez le témoin que tout est joué, qu'on a une très forte attaque sur le phosétyle sur grappe, une meilleure protection avec le BTH sur grappe, et je ne sais pas si vous voyez avec l'image, mais on a quand même au niveau feuillage une meilleure protection du phosétyle que du BTH. À ce moment-là, on observe aussi de façon surprenante, c'est que les modalités qui sont élicitées, elles présentent un retard de véraison par rapport à la modalité traitée avec le fongicide de référence. Retard de véraison qui, pour autant, à la fin de la saison, est rattrapé puisque les analyses de qualité du mou, de maturité, ne montrent pas de différence entre les modalités. Donc, les feuilles qui ont été prélevées au cours de la période de traitement ont été analysées moléculairement. Donc, je vais vous présenter que les résultats moléculaires. Donc, nous avons suivi le niveau d'expression de 85 gènes impliqués dans les défenses de la vigne, qui ont été choisis parce qu'ils ont été décrits dans la littérature. Et sur cette diapositive, les résultats sont présentés avec un code couleur. Vous voyez ici des carrés qui sont soit rouges, soit bleus. Donc, rouge, ça veut dire que le gène étudié est surexprimé dans la modalité traitée par rapport à la modalité non traitée. Et en bleu, c'est que les gènes sont moins exprimés, sont réprimés dans la modalité traitée. Donc, vous voyez les résultats avec la modalité BTH en B et phosétyle. Et on observe que
on a obtenu une modulation des gènes de défense en réponse à l'élicitation, mais qu'on obtient pour les deux produits des profils tout à fait différents. L'analyse en composantes principales de ces données d'expression montre que seule la modalité BTH induit une modification significative de l'expression de ces gènes, alors que le faux éthyle, lui, n'est pas différent à la modalité témoin non traitée. Et si on relie ces résultats d'expression de gènes aux données d'efficacité biologique qui sont présentées sur le graphique en haut à gauche, qui montraient donc que les produits présentaient des efficacités significatives avec une meilleure efficacité du faux éthyle, on peut en déduire que le BTH, utilisé dans notre essai expérimental, a bien stimulé efficacement les défenses de la vigne, et c'est grâce à ça qu'elle a pu se protéger, même si c'est partiellement, contre le mildiou. Alors que le faux éthyle, il a agi principalement par son mode d'action fongicide, puisqu'il n'a pas induit significativement les défenses de la plante. Donc, je voulais vous montrer également des photos qui ont été obtenues sur les grappes traitées avec le BTH. Donc, vous voyez, il a induit quand même un fort dépôt de lignine sur les baies, qu'on appelle du resetting. Et le renforcement des parois fait partie des mécanismes de défense de la plante. Mais également sur feuilles, il a diminué fortement la densité du feuillage. Donc, comme disait Elsa, attention à l'utilisation de ces produits qui vont stimuler le métabolisme secondaire pour se défendre, mais peut-être au détriment de son métabolisme primaire, donc de sa croissance végétative. Donc, pour finir, en conclusion, j'espère que je vous ai convaincu qu'il est possible de stimuler les défenses de la vigne par élicitation pour la protéger contre ces bioagresseurs, mais comme attendu, les efficacités sont très variables, souvent décevantes, mais parce qu'elles dépendent fortement des conditions climatiques de l'année, que l'efficacité de protection des feuilles et des grappes va dépendre du stimulateur de défense étudié, et l'intégration de ces solutions dans des programmes de traitement doivent être forcément accompagnés, comme avec l'outil Biomolchem que je vous ai présenté, parce qu'il va falloir absolument garantir leur optimisation optimale de ces solutions dans le contexte environnemental. Donc, si vous voulez un petit peu plus de détails sur nos activités, nos dispositifs, nous avons un site internet. Et puis, je vous remercie donc de votre attention. Merci beaucoup Marie-Cécile. Et donc, nous arrivons au moment des questions. Donc, n'hésitez pas, pour l'instant, il n'y a pas trop de questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes celles que vous avez envie de poser. Peut-être une question déjà de Sylvie qui demande comment est-ce qu'on connaît les mécanismes immunitaires en cas de contamination simultanée de plusieurs pathogènes. Donc là, je ne sais pas, Thomas et Elsa, vous ouvrez qu'un seul micro vu que vous êtes à côté et vous pouvez répondre. Marie-Cécile, tu peux laisser ton micro ouvert parce que peut-être que là, sur la vigne, par exemple, vous avez déjà ces cas-là aussi. Qui veut répondre entre Thomas et Elsa sur cette question de Sylvie? Je pense que du coup, la difficulté, quand il n'y a pas un mécanisme spécifique au fait d'avoir plusieurs pathogènes en même temps, le système immunitaire qui regarde les signaux d'alerte, il fonctionne un peu pour n'importe quel pathogène puisqu'il voit aussi les symbiotes. Donc, ce système qu'on appelle souvent basal, il va induire des défenses s'il y a n'importe quel micro-organisme présent. En fait, le problème des contaminations multiples, c'est plutôt que la plante va faire un compromis entre plein de choses différentes. Et parfois, elle n'arrive pas à se défendre de la même… Enfin, elle ne se défend pas de la même manière contre un insecte, par exemple, ou contre ce qu'on appelle un nécrotrophe ou contre un biotrophe. Et du coup, quand elle doit faire le compromis entre tous les signaux qu'elle a reçus, il ne se passe pas forcément ce qu'on aurait voulu qu'il se passe. Et c'est très difficile de prévoir exactement ce qui va se passer à la fin. Parce qu'elle ne peut pas mettre en place les mêmes défenses contre tous les agents pathogènes. On connaît même des exemples où l'infection, donc par un agent pathogène, il va favoriser donc l'infection par un autre qui normalement n'aurait pas la possibilité de coloniser la plante. Donc le mécanisme derrière, ça joue par exemple sur ces effecteurs qui permettent à l'agent pathogène
supprimer les défenses et du coup, il peut y avoir un autre agent pathogène qui est à l'abri donc de cet agent pathogène spécialisé réussit à coloniser une plante qui normalement il ne pourrait pas tout seul attaquer. Ok, alors il y a une question qui est un peu dans le même esprit, même si c'est très différent. De Niri, auriez-vous une idée de si la polyculture, ou je pense que dans la polyculture, il doit penser aussi culture associée, améliore les mécanismes de défense des plantes? C'est-à-dire, est-ce que des espèces cultivées ensemble favorisent les mécanismes de défense des plantes? Est-ce que Alors là, nous, justement, on travaille là-dessus et donc on a clairement montré qu'en mélange, il y a certains voisins qui sont des bons voisins et qui vont stimuler, en fait, qui sont des produits des produits de lutte biologique, parce qu'ils vont pouvoir induire les défenses de leurs voisines. Et au contraire, vous avez des mauvais voisins qui vont pomper toute l'énergie et affaiblir leurs voisines. Donc, dans les associations culturales, si c'était ça le terme polyculture, on peut avoir des cas où, effectivement, on renforce l'immunité des plantes. Ok. Peut-être je vais prendre la question d'Agnès qui est dans ce même ordre d'idée. Peut-on imaginer être capable de stimuler les défenses des plantes uniquement par les conditions favorisées à la parcelle et les pratiques culturales, sans passer par des intrants stimulateurs de défense ou de biocontrôle? C'est-à-dire, voilà, juste avec des pratiques culturales sans intrants. Là-dessus, c'est pareil, en fait. Donc, les tests qu'on fait, nous, puisqu'on teste plein d'éléments de l'environnement, il n'y aura jamais une pratique qui permet d'arriver aux 95% d'efficacité d'un fongicide ou aux 99% d'efficacité d'une résistance variétale totale. Par contre, on voit qu'en cas de sécheresse, on va avoir 20% de maladies en plus. En cas de fertilisation azotée, on va avoir 15% de maladies en plus. Et petit à petit, à chaque fois, chacune de ces pratiques va augmenter de 15, augmenter de 10, augmenter de 5. Et donc, on peut arriver… La question qu'il faut plutôt se poser, c'est si j'ai une résistance partielle ou un produit de biocontrôle partiellement efficace, est-ce que mes pratiques culturales risquent d'affaiblir ce produit et du coup, je vais passer de 70% d'efficacité de 30% d'efficacité, de 70% d'efficacité à 30%, ou est-ce que ça va les renforcer? Donc, c'est plutôt… l'idée, ce n'est pas d'utiliser uniquement les pratiques culturales, c'est de combiner plein de solutions et la résistance variétale pour avoir quelque chose d'efficace. Merci. Vous pouvez compléter, hein, Marie-Cécile ou Thomas, quand vous avez… Moi, je voulais compléter, c'est que les pratiques culturales à elles seules ne suffisent pas. Sur vigne, voilà, en absence de traitement ou que ce soit des fongicides ou des stimulateurs de défense, ben, on ne protégera absolument pas la plante. Elle sera totalement attaquée. Donc, les pratiques culturelles à elles seules ne suffisent pas. Effectivement, il faut associer différentes pratiques. Le biocontrôle quand il est partiel, l'amélioration variétale quand elle est partielle, et c'est cet effet cumulatif qui va permettre d'atteindre les objectifs de réduction des intrants phyto pour obtenir les mêmes efficacités qu'avec ces. Ok, merci. Alors, une question de Véronique. Pour Marie-Cécile, donc si effectivement les systèmes de défense des plantes sont des molécules de synthèse, pourquoi sont-ils classés dans les biocontrôles? Sont-ils quand même autorisés en culture bio? Alors, c'est des molécules de synthèse, mais parce qu'elles sont autorisées parce qu'elles miment une molécule naturelle. D'accord. Donc, voilà. OK. Donc, après… donc, elles sont utilisées, elles sont autorisées en agriculture biologique, alors? Elles sont… Alors là, j'avoue… Non, ça dépend des fois. Ça dépend. Ça, c'est pas aussi simple que si c'est naturel, c'est autorisé en bio. Du coup, pour chaque molécule, il faut regarder. C'est pas si simple que ça. Et il peut y avoir une molécule de synthèse qui est autorisée en bio et une naturelle qui ne l'est pas autorisée. Voilà. OK. Alors, ensuite, une question de Cécile. Thomas a dit que les réseaux de signalisation étaient relativement conservés par rapport aux réponses de la plante relativement similaires. Avez-vous une idée pour les réseaux métaboliques mobilisés s'il en est de même? Je ne suis pas sûr. Donc, les réseaux métaboliques, ce qui est entendu donc, par ça, donc,
ce qu'on observe, c'est que les réponses qui sont déclenchées par par les différents signaux qui sont reconnus par la plante, ils se ressemblent. Donc, on trouve des choses qui sont très génériques, comme par exemple la production de composés toxiques du métabolisme secondaire. Mais en fonction donc voilà, donc il y a des spécificités, mais donc c'est en premier abord, on peut dire que les réponses, donc la réponse du système immunitaire de la plante, donc il montre, donc il est très similaire, il est comparable. Après, donc il y a à chaque fois, donc il y a beaucoup de spécificités dans les interactions. Je ne sais pas si c'est bon, mais Ok. Bon, je voulais quand même préciser que Elsa, pendant les interventions, avait répondu à quelques questions, hein, donc 2 ou 3 questions. Donc, n'hésitez pas à regarder les réponses, hein, sur votre plateforme. Une question de Fabienne. Est-ce que le choix d'une résistance particulière ne réduit pas la variabilité de réponse de la plante? non, pas vraiment, parce qu'en général, donc, il y aura déjà donc, toutes les réponses qui peuvent être activées par un agent pathogène. Donc, tous les signaux que la plante peut reconnaître qui sont émis par un agent pathogène, ils sont reconnus. Si au-dessus de ça, donc, il se greffe encore donc, par exemple un gène de résistance majeure ou un récepteur qui agit comme gène de résistance majeure, il peut amplifier même les autres systèmes de reconnaissance. C'est pas le cas. Ok, alors bon, j'ai des questions, des réponses qui arrivent en même temps dans la rubrique de questions-réponses. Donc, merci à Jérôme en particulier de donner des informations sur l'usage des produits de biocontrôle en agriculture biologique. Donc, je vais prendre maintenant une question de Nicolas. Dans le cas où on envisagerait d'utiliser des souches de micro-organismes non pathogènes pour stimuler les défenses, comment anticiper le risque de voir de telles souches acquérir un plasmide lui conférant un pouvoir pathogène? Comment est-ce qu'on ne prend pas des fois des risques en ayant au départ des non pathogènes qui deviennent pathogènes? Il faut quand même garder en tête que le microbiome, notamment le microbiome du sol, il est extrêmement riche. Donc, il y a déjà énormément d'agents pathogènes ou de micro-organismes potentiellement pathogènes qui sont déjà là. Ensuite, effectivement, il ne semble pas une bonne idée. Par exemple, ça a été utilisé, développé par certains comme idée, d'utiliser des isolats désarmés. On leur enlève une partie de leur pouvoir pathogène et on les traite comme des sortes de vaccins vivants. Donc ça, c'est certainement beaucoup plus problématique et nécessiterait voilà, donc, vraiment des études très approfondies pour éviter effectivement de créer des catastrophes. Pour réussir à devenir un hôte, et à attaquer une plante, il suffit rarement de juste un plasmide. C'est pas si simple que ça. Je ne pense pas que ce soit celui-là le risque le plus élevé. Ok, alors, attendez, j'avais vu une question. Ah oui, de Hervé. Avez-vous des connaissances sur l'utilisation des UVC comme activateurs de défense naturelle? J'avoue mon ignorance là. Alors, sur les UV, il y a eu il y a eu des débats sur les LED, sur les UV, parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Parfois, ça favorise des agents pathogènes, suivant les lumières qu'on utilise, suivant les UV, suivant les longueurs d'onde. Donc, il y en a qui vont effectivement avoir un impact sur les défenses, sur la physiologie de la plante aussi. On s'est aperçu que ça modifiait la croissance de la plante et donc, du coup, ses ressources et donc ses défenses. Et donc, ce n'est pas aussi simple que ça va être favorable parce qu'il ne faut pas oublier l'agent pathogène et ce n'est pas forcément défavorable. Donc, ça dépend des cas. Autre question de Philippe. Y a-t-il actuellement un SDN, c'est un système de défense naturelle, je suppose, dont on maîtrise suffisamment l'efficacité pour qu'il puisse se substituer à un traitement pesticide classique?
Oui, il y en a un qui est connu au Japon, personne ne savait, enfin les gens l'achètent comme fongicide, il est homologué comme fongicide, il est tellement efficace que les gens pensent que c'est un fongicide. Et il agit sur le riz contre la principale maladie du riz. En fait, il induit les défenses du riz. Et il n'est pas homologué en Europe, bien sûr. Donc, donc oui, il y en a en fait qui... Et vous avez au contraire des fongicides, les strobilurines, qui sont vraiment les fongicides pour lesquels il y a tout un tas de résistances, et ben, qui induisent les défenses des plantes aussi. D'accord. Donc, effectivement, ça renvoie à la question de Sylvie, mais qui a disparu puisque Marie-Cécile est en train d'y répondre sur les possibilités d'utiliser des fongicides à dose réduite qui pouvaient jouer un rôle de… Alors, pour partager la réponse que j'ai faite à Sylvie… Tu n'as plus de caméra, Marie-Cécile, c'est normal? Oui, et je ne sais pas, ma caméra s'est éteinte et je ne peux pas la rallumer. Désolée. Ah d'accord, très bien. Donc, vous ne me voyez plus. Mais là, donc, on a mené des essais avec des associations ou des alternances avec des fongicides utilisés à demi-dose et on est capable d'obtenir des efficacités aussi bonnes qu'avec des fongicides pleine dose, en intégrant donc les stimulateurs de défense dans les programmes de traitement. Donc oui, on a travaillé cet aspect-là. Ok, alors il y a Jérôme qui est notre biblio de référence aujourd'hui. Merci Jérôme. Alors, une autre question de Véronique. Connaît-on des effets non intentionnels des SDP sur faune, flore et humains? Normalement, ils passent tous, s'ils sont homologués comme produits de biocontrôle et de protection des plantes, ils doivent tous être à l'annexe 1 européenne. Et donc, du coup, ils passent tous les dossiers. C'est bien le problème, c'est qu'ils passent les mêmes dossiers d'homologation que les fongicides classiques. Donc, c'est référencé. Si vous allez sur les mêmes sites que pour les fongicides, vous pouvez les retrouver. Ils y sont aussi. Donc, il y a, je ne sais plus les sites, mais Ecotox, tout ça, vous retrouverez des informations sur les principaux tests qu'il faut regarder. Ok, mais donc théoriquement, par rapport aux produits pesticides habituels, il n'y a pas les mêmes risques justement dans la démarche de santé globale, normalement de la santé environnementale à la santé humaine. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a des produits de biocontrôle qui renforcent l'immunité qui ont quand même des risques de toxicité ou sur l'environnement ou sur l'humain? Le BTH, c'est un analogue de l'acide salicylique et un autre analogue de l'acide salicylique, c'est l'aspirine. Donc, en fait, l'aspirine, on sait tous que ce n'est pas neutre. Et donc, tous les analogues de l'acide salicylique ne sont pas forcément explicitement neutres. Donc, ces produits-là sont quand même plus neutres, mais on sait que mal formulés, ils peuvent ne pas tant que ça l'être. Tout produit a des conséquences sur l'environnement. Et donc, par rapport à… Il y avait deux questions de Mohamed. Là, concernant justement, on est dans la thématique santé globale, mais évidemment, tout est lié. Et il pose la question sur les effets des conditions climatiques, sur le potentiel de résistance naturelle des plantes vis-à-vis de leur ennemi. Parce que là, le problème, c'est que vous étudiez actuellement, mais avec les changements climatiques, est-ce qu'il n'y a pas comment ça évolue? Est-ce que il y a des études qui montrent un peu les évolutions d'évolution de l'immunité ou de l'évolution de renforcement de l'immunité selon les conditions climatiques? Donc, il y a clairement, ça, Elsa, elle l'avait aussi mentionné, donc il y a une interaction très forte entre l'immunité, le système immunitaire et les conditions environnementales et surtout aussi la température. Donc, c'est très connecté. Mais ça peut aller donc, dans plusieurs directions et en fonction des interactions, ça peut avoir un effet positif ou négatif. Ce qu'on sait, par exemple, chez certaines plantes, par exemple, tout le système des NLR qu'on a vu, donc les gènes de résistance intracellulaire, ils semblent mal fonctionner à des températures élevées. Mais c'est quand même des températures très, très élevées qui généralement ne sont pas atteintes, mais c'est des éléments qu'il faut qu'on connaît, mais pour les intégrer vraiment dans une vue globale, donc on arrive souvent donc à des réponses plutôt de cas par cas, maladie par maladie, espèce par espèce. Mais ce qui est clair, c'est que le changement climatique, il a un effet énorme sur les maladies des plantes et sur l'immunité des plantes. Ça, on peut le dire, mais on ne peut pas le généraliser.
Et une autre question du même acabit sur est-ce qu'on peut se fier à l'immunité des plantes quand il y a des nouveaux microbes qui arrivent, tels que le xylella, rouille brune, etc. Ben, si j'avais un pari à faire, mon pari, ça serait plutôt sur l'agent pathogène, parce qu'en général, c'est lui qui gagne, lui qui est plus... en fait, il arrive avec une diversité qui est plus importante, souvent. Il est spécialisé et il a tendance, comme il y en a beaucoup de modèles différents de pathogénie, il y a des agents pathogènes qui trouvent les failles, et donc des plantes, notamment des plantes cultivées, qui sont cultivées sur des grandes surfaces. Donc, quand on a des émergences de maladies, comme par exemple Xylella, euh, voilà, ils arrivent et l'immunité des plantes n'arrive pas à les stopper au premier abord parce que les agents pathogènes arrivent à s'adapter et à contrecarrer donc ces immunités. Donc après, ce qui est demandé, c'est souvent l'amélioration variétale pour trouver donc des sources de résistance qui sont peut-être dans des accessions rares, dans des variétés qui ne sont pas beaucoup utilisées. Mais en général, donc, des maladies émergentes, donc, ils ont la capacité de contourner ces immunités naturelles. Merci. Elsa, tu peux donner le nom de ce SDP, le redonner à l'oral, puisque tu l'as mis à l'écrit pour le riz. L'orizamate, en fait, c'est un probénazole. Il agit, en fait, c'est bien étudié parce qu'on sait exactement les gènes du riz qui vont être induits. C'est vraiment un truc riz spécifique et Japon spécifique. Donc, c'est pas... Très bien. Peut-être une dernière question sur la formation, parce que je pense que ces sujets-là, ces sujets-là sont importants dans la formation des futurs techniciens et ingénieurs. Comment ça se passe? Est-ce que Elsa, tu as une vision de ce qui se passe dans les différentes écoles, dans votre communauté? Est-ce qu'il y a d'ailleurs une communauté d'enseignants-chercheurs inter-écoles au sein de l'Alliance Agrénium sur cette thématique? Alors, du coup, en fait, historiquement, ça fait 50 ans qu'on a fédéré l'enseignement de la protection des plantes et donc de l'immunité des plantes au sein des trois grandes écoles, Paris, Rennes et Montpellier. Donc, en fait, les étudiants doivent faire, on appelle ça une tournante entre Montpellier 8 semaines, Rennes 8 semaines et Paris 8 semaines. Donc, ça fait 50 ans qu'on fonctionne ensemble. Il n'y a pas d'option spécifique dans les écoles. Et après, vous allez avoir d'autres écoles qui ont leurs propres options. Et donc, on a fait un panel pour la pathologie végétale de toutes les formations existantes et du pourcentage de pathologies qu'il y avait. Donc, c'est sur le site de la Société française de phytopathologie, dont je profite de faire de la pub et je vais mettre le lien dans la discussion. Donc, vous trouverez un peu le panel de tous les masters, au niveau master, qui proposent ce type de formation. D'accord. Et dans l'enseignement technique, est-ce que tu sais si ça commence à se développer dans les formations de protection des cultures ou autres? Ben là, moi, d'ailleurs, c'était un des intérêts pour moi que j'avais de faire cette présentation, c'est que j'aimerais beaucoup, moi, le jeu que j'ai créé et les cours en ligne que j'ai créés, j'aimerais beaucoup qu'ils diffusent au moins au niveau BTS et en les changeant, en les modifiant, en les adaptant. Et donc, c'est vrai que moi, je suis à la recherche de collaboration avec des lycées agricoles pour repenser mes cours et transférer le jeu notamment vers ces gens-là. Donc, j'ai aucune idée et on a beaucoup de mal à interagir les uns avec les autres. Et en tout cas, moi, je lance. Eh bien, Elsa, il faut venir vers moi puisque Ouais. je suis en lien aussi avec l'enseignement technique pour justement partager des cours en ligne d'enseignants du supérieur. Donc, je note cette proposition très, très intéressante. Donc, peut-être pour terminer, puisque on est sur la thématique santé globale, et donc on voit bien que l'immunité des plantes, on intéresse autant la santé de l'environnement que la santé humaine à partir du moment où il y a moins de résidus de pesticides, moins de traitements. Est-ce que justement, vous avez ce type de réflexion en disant que ce concept global de santé globale ou de santé unique, vous vous sentez vraiment dans vos travaux dans cette direction, ou est-ce que vous dites, bah non, santé globale, c'est beaucoup plus large que ça, ou comment vous voyez ça?
Question piège, pas du tout, hein. Vous avez 30 secondes pour répondre. Nous, ce qu'on a parlé d'immunité agroécologique, c'était vraiment l'idée de se dire il faut prendre en compte l'ensemble du système agricole et tout ce qu'on va mettre dedans, et que l'immunité des plantes, c'est un élément du système. Et globalement, nous, on est sur l'idée que si on arrivait à tout faire rien qu'avec l'immunité des plantes, on n'a plus besoin de pesticides quand même. C'est le doux rêve. Et donc, du coup, pas de pesticides, moins d'impact sur l'environnement, quoi. On est fortement optimiste, je pense. Oui, il faut repenser l'ensemble du système, mais de toute façon, il y aura forcément toujours besoin, dès qu'on est en production agricole, de soutien des cultures d'une manière ou d'une autre. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Un grand merci à vous. Alors, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais certaines se ressemblaient. Et donc, je voulais vous dire que la semaine prochaine, nous allons parler d'un autre sujet qui concerne la place de l'arbre en élevage dans un contexte de changement climatique. Et donc, ce sera sur la thématique changement climatique. Un grand merci à vous, Marie-Cécile, Elsa et Thomas, pour vos interventions, pour les réponses très pertinentes. Et puis, je pense que vous étiez très nombreux aujourd'hui. Ce sujet a beaucoup intéressé. Au revoir, à bientôt, bonne semaine. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci.